un sujet central pour l'Europe. En général, on ne pense pas que l'éducation est importante d'un point de vue européen, c'est plutôt un sujet à la fois local et national. Et en même temps, à chaque fois qu'on demande quelle est la chose qui incarne le plus le succès de l'Europe, ce qui vient à toutes les bouches, c'est le programme Erasmus, parce que ce programme est très concret et qu'il a permis à des dizaines de milliers de jeunes en Europe de tout simplement voir autre chose, se connaître et devenir plus européens. Il y a aujourd'hui des bébés Erasmus, il y a d'abord des couples Erasmus, bébés Erasmus, et il y a des personnes qui sont les meilleurs avocats de l'Europe parce qu'ils ont vécu l'Europe au concret. Dans le programme, il y a plusieurs idées en la matière. Il y a déjà l'idée d'un triplement de Erasmus. Et ce triplement de Erasmus, il n'est pas seulement au bénéfice des étudiants, il est fait aussi pour être à l'appui des politiques que nous menons. Je vous donnerai deux exemples de choses que, en réalité, nous sommes déjà en train de faire, mais qui prendront une impulsion nouvelle si le programme s'applique. Et ça met en lumière des choses que nous faisons déjà à une certaine échelle aujourd'hui. Si nous triplons Erasmus, nous le ferons d'abord au bénéfice des lycéens professionnels et des apprentis. Et donc, par exemple, la très belle tradition du tour des compagnons du devoir, eh bien, ne sera pas seulement un tour de France, mais ça peut être un tour d'Europe. Et c'est évidemment là quelque chose qui viendra à l'appui des politiques de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel que nous poussons avec Noël Pédicot. Et avant de venir nous voir, nous étions, elle et moi, avec le président de la République, en train de donner leur médaille aux nouveaux meilleurs ouvriers de France, à tous ces jeunes que nous encourageons dans le cadre de l'enseignement professionnel. Et on voit bien que c'est typiquement un sujet sur lequel la France peut être à la fois une locomotive et une bénéficiaire de l'échelle européenne. Deuxième exemple, la réforme de la formation des professeurs que nous sommes en train de mener en ce moment même, en nous appuyant sur la nouvelle loi pour l'école de la confiance. Eh bien, cette formation des professeurs, si Erasmus est triplé, nous ferons en sorte que les futurs professeurs soient les premiers bénéficiaires d'une circulation en Europe qui leur permette de voir autre chose, d'avoir une compétence linguistique renforcée et aussi de voir un autre système scolaire européen, ce qui évidemment fera toujours beaucoup de bien à tous. Voilà, ce sont quelques exemples, mais je pourrais en citer bien d'autres. C'est par exemple le jumelage des campus professionnels entre d'autres pays européens et la France. C'est la possibilité de faire circuler d'autres catégories que celles que je viens de dénoncer. Et puis, notre capacité aussi à innover à l'échelle européenne. Si on prend par exemple les grands enjeux du numérique, ils ont évidemment une application dans le domaine de l'éducation, et c'est à l'échelle européenne que nous pouvons devenir des leaders, par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc il y a des perspectives considérables. Ces perspectives, elles sont au service des valeurs qui sont les nôtres. Ces valeurs, ce sont d'abord et avant tout les valeurs de l'humanisme. Ce que nous voulons, c'est que la personne humaine reste le centre de toute l'action collective. Ce n'est pas une valeur malheureusement qui est partagée par tout le monde, ni dans notre pays, ni sur la planète. Et si nous voulons que ce soit la valeur du XXIe siècle, nous avons besoin que ce soit la valeur dominante en Europe. Et pour ça, nous avons besoin d'avoir la majorité au Parlement européen. Et pour ça, nous avons besoin qu'on vote Renaissance dans 2 semaines. Et donc, voter Renaissance dans 2 semaines. Et ainsi, nous pouvons nous ouvrir un chemin d'avenir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, d'avoir été avec nous sur IDFM au bar de l'économie ce matin. Alors, l'Europe, c'est important. On va tout de suite poser la question à Philippe Piton, président de l'association d'Inactive. Alors, l'Europe pour les réseaux et pour les entreprises, est-ce que concrètement, vous vous sentez bien sûr concerné ? Bonjour, oui évidemment on est concerné, pas que sur le plan économique je dirais, on est observateur de l'Union européenne. Actuellement on regarde une partie de l'Europe, c'est l'Angleterre, et on peut constater que lorsque l'Europe s'apprête à partir d'un territoire, le territoire donne des signes de souffrance économique normalement, et les entreprises en premier lieu sont touchées. Donc forcément ça renforce l'idée que la dimension européenne est un atout pour l'entreprise. Maintenant, étant sur un territoire, parfois l'Europe nous semble très très loin des problématiques de l'entreprise, et notamment de la petite entreprise qui vit une actualité et je dirais une évolution croissante et rapide, puisqu'on a de plus en plus de petites entreprises sur le territoire. Et parfois l'Europe, la dimension européenne et la dimension des discours européens semblent très très loin des préoccupations de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on oublie, vous voulez dire qu'on oublie les bénéfices comme le droit de circulation libre, finalement tout ce qu'on a acquis depuis la création de l'Europe, on l'oublie pour se focaliser plus sur nos besoins plus réels de la réalité du quotidien. Écoutez, on est tous assez jeunes autour de la table, mais assez vieux pour connaître l'histoire de notre pays et l'histoire de l'Europe, et donc apprécier que nous ne faisons pas une émission de radio sous les bombes.
Et c'est important de s'en rappeler. Je pense que le principal bénéfice de l'Europe, c'est justement cette grande période de paix, qui est une belle parenthèse dans l'histoire de l'Europe, qui n'a pas malheureusement été la coutume. Et ça, je pense qu'il faut l'apprécier. L'intéressant avec l'Europe, c'est aussi de vivre une paix économique. Et l'Angleterre en fait actuellement justement l'expérience, c'est que l'Europe nous a apporté aussi une paix économique, avec bien sûr un libéralisme qui est discutable. Maintenant, on attend de l'Europe, et principalement les chefs d'entreprise, qui eux privilégient l'action, puisque notre association s'appelle Dynactive, ce qui est une conjugaison de dynamisme et de l'action. L'entrepreneur, il est dans l'action. Donc, au-delà des discours, il cherche de la cohérence. On en parlait en préparant l'émission. Il cherche de la cohérence et surtout, il cherche à avoir au bout du discours de l'action. Et parfois, c'est vrai, on n'a pas l'impression qu'au bout du discours, une action concrète puisse se déterminer. Donc en fait, il faut aller de l'avant et plus vite, à la limite, c'est ça que vous voulez dire? Alors, il faut aller vous êtes pour l'Europe des fédérations. Est-ce que vous êtes pour une fédération finalement au niveau européen? Alors, qu'en pensent les chefs d'entreprise? Les entrepreneurs pensent, mais ils pensent autrement, je dirais. C'est-à-dire qu'on se méfie, on est bien sûr, avant d'être entrepreneur, citoyen, français, européen, mais notre ADN d'entrepreneur nous amène à nous méfier des idéologies. C'est-à-dire que l'entrepreneur ne va pas avancer son entreprise en ayant une vision figée de son entrepreneuriat. Il va privilégier l'action et il sait que de l'action vont naître des réactions qu'il n'aura pas toujours prévues, mais il va privilégier l'action. Voilà. Donc en fait, parler de fédération, on ne peut pas parler de fédération pour un entrepreneur tant qu'on n'a pas mis un pied déjà dans un engagement de fédération. Merci Philippe Piton pour ce commentaire. On va passer la parole à Lucille Chastre. Alors l'Europe, par rapport à la culture, bon, de toute façon, la nuit des musées, c'est une nuit européenne. Finalement, on est en plein dedans. Tout à fait. Alors je voudrais reprendre l'expression très juste de Philippe Piton. Au bout du discours, il faut de l'action. Et l'Europe pour le musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de Saint-Denis, eh bien c'est l'action après les discours européens. Nous menons depuis 2016 une politique des publics qui est choisie par nos élus à la culture, notre élu à la culture, qui est une politique de reconnaissance des droits culturels. Là, vous parlez de l'élu de la ville de Saint-Denis, on va préciser. Exactement, oui, vous avez raison. L'élu de la ville de Saint-Denis, donc Sonia Pignot, élue à la culture. Et cette politique en faveur de la reconnaissance des droits culturels, eh bien, elle a été inspirée par la Convention du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine pour la société en 2005. Cette convention a ensuite été reconnue, inscrite dans la loi NOTRe de 2015, une loi qui veille à la reconnaissance justement des droits culturels, et il s'est agi pour la ville de Saint-Denis, puisque c'est une obligation pour les communes, pour les municipalités, d'inscrire en action justement cette reconnaissance des droits culturels. Alors pour nos musées, ça a une implication directe. Nous menons des projets qui permettent aux individus qui viennent de toutes les régions du monde de faire reconnaître, de faire valoir et de comprendre leur richesse culturelle. Et ces projets-là sont menés en particulier avec des fonds européens. Merci beaucoup Lucille Chastre pour ce commentaire. Effectivement, là on voit une réalisation concrète de l'incidence de l'Europe sur notre vie de tous les jours. On va faire notre première pause musicale et puis ensuite on revient avec vous au bar de l'économie. Ah oui. Là, je suis obligé d'éteindre. Oui, oui. On éteint à cause de Facebook. Parce que sinon, après, on a des petits mails. Bon, alors, je réponds, hein, on paye nos droits d'auteur, tout, donc ça passe. Sinon, ça arrête tout. C'est clair. Donc là, je vais juste désannoncer le titre musical et après, je te passe la parole. Pas de souci. Il a un ancien titre à lui qu'il a Oui, refait. c'est Il a ça. pris exactement la même ligne mélodique. C'est pas qu'il
Mais j'ai pas regardé quand est-ce qu'il l'avait fait ce titre, il y a combien d'années, il y a longtemps. C'est vieux. C'est vieux ça comme titre. Ouais, non, mais même, c'est un autre type de film. En fait, c'est un Oui, copier-coller c'est ça. sur Mais ça date de quand l'original? Moi je sais c'est pas. 2000, hein, c'est 2000, fin 80, ouais, c'est 2000, début. C'est ça. Il faut au moins 20 ans. Florence, Oui. juste un petit détail, mais le musée, c'est 1899 et pas 92. Ah, j'ai noté Voilà. 92 moi. Oui, D'accord. 99 si vous voulez rectifier un Ouais, moment. je rectifierai si c'est on a pas- voilà, tout à c'est pas l'heure. décisif pour les auditeurs. Non. Mais bon. Autant dire les bonnes années. Si vous trouvez que le son est trop fort ou pas assez dans votre micro, c'est les petits boutons qui sont là. Hein. Ça pour votre casque, ça pour le vôtre. Ça va, on parle bien dans les... C'est super, vous avez une voix. Voilà. attendez. C'était pour souffle. C'est bon. Côté de Bernard Ventre, je suis en toute humilité. De quoi? Il parle de ma voix, je dis, quand J'ai on donnait Bernard oui, Une Ventre... voix tombée. Ah oui, c'est sûr. Et t'as pas écouté ce que ça donne. Hier, c'était nickel. Hein. Ah, franchement, c'était nickel. J'ai pas réécouté, Ah, non. c'est pas mal. J'ai pas eu le temps. Hein. C'est Hier, j'ai propre. enchaîné les rendez-vous toute la journée. Je suis rentrée chez moi, il était 22h, donc... C'est important la voix. Comment Pour la transmission de l'information, Oui. la voix c'est très Bien Ah sûr. oui, et puis l'articulation. On y retourne? Ouais, si tu veux. Au bar de l'économie, c'était Bob Sinclair et Robbie Williams avec ce vieux titre romantico Starlight qui est repris une reprise des années 2000, mais vous avez vu, remis au goût du jour. Alors aujourd'hui, au bar de l'économie, nous sommes en compagnie de Philippe Piton, président de Dinactive, et de Michel Allard, secrétaire également de cette association d'entrepreneurs sur la vallée de Montmorency, et de Lucille Chastre, médiatrice culturelle, responsable du service des publics du musée d'art et d'histoire Paul-et-Loire. Alors Jody Benazra est ma co-animatrice du jour. Jody, c'est à vous. Merci Florence. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui, Philippe et Michel. Je vais commencer par Philippe, excusez-moi Michel. Philippe qui vient donc d'être nommé président depuis cette année. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récapitulatif de cette association, depuis quand elle existe, son nombre de membres? Alors, je dis et je rappelle souvent que c'est une association, parce que c'est important. C'est une association territoriale, donc Florence le disait, nous sommes sur un bassin de territoire qui regroupe anciennement la vallée de Montmorency et Plaine Vallée, qui a fusionné dans ce qu'on appelle Plaine Vallée. Donc nous étions deux associations, nous avons fusionné il y a 5 ans. L'association Plaine de France a une histoire assez longue qui a commencé il y a plus de 20 ans. Voilà. Aujourd'hui, la photographie des membres dans une association est toujours un petit peu compliquée parce que on est toujours un petit peu avec ceux qui sont à jour de leur cotisation, ceux qui sont plus à jour. C'est aussi l'exercice de l'associatif. Hein, si vous travaillez dans l'associatif, c'est un exercice courant. Mais je dirais que si on fait une photographie de nos clients et partenaires, nous sommes à peu près 150 entrepreneurs et partenaires autour de nos tables, puisque nous avons plusieurs tables de rencontres dans l'association. Et alors quels sont les objectifs principaux de l'association, en quelques mots? Alors, en quelques mots, c'est assez facile en fait, et ça colle complètement aux besoins de l'entrepreneur, et surtout, j'en parlais tout à l'heure, des petits entrepreneurs, puisqu'on a quand même un tissu de petits entrepreneurs. Nous sommes sur un bassin territorial composé de beaucoup d'entreprises de services. L'entrepreneuriat nouveau, souvent isolé, hein, l'entrepreneur est un être isolé, bon, qui n'est pas un être en souffrance pour autant, mais c'est un être isolé, et je dirais ce qu'on apporte principalement à l'entrepreneur, c'est de sortir de son isolement, lui apporter la convivialité dont il a besoin, parce que souvent il ne peut pas en bénéficier autrement, parce qu'il manque de temps. Ce qu'on lui apporte aussi, c'est la bienveillance de ses autres collègues entrepreneurs, parce que l'entrepreneuriat n'est pas une compétition de loups, c'est plutôt, autrement dire, une grande famille dans laquelle la bienveillance et la solidarité et l'échange sont primordiaux. Donc ce qu'on apporte à l'entrepreneur, c'est par exemple une cellule co-développement, pour rester concret dans l'action justement, j'en parlais tout à l'heure. Ce sont des 5-6 entrepreneurs qui vont se mettre autour d'une table pour réfléchir à la problématique d'un autre entrepreneur. Ce sont aussi des actions avec les acteurs du territoire que sont les élus, les cadres territoriaux, dans des actions tournées vers l'emploi, dans des actions tournées vers l'éducation. Michel, qui est à côté de moi, vous en parlera bien mieux que moi, puisqu'elle est moteur et instigatrice, je dirais, de ces actions tournées vers l'éducation.
Mais je reviens sur l'aspect convivial et réseau. Alors, la notion de réseau est importante. L'entrepreneur a besoin de sortir de son isolement. Il a besoin d'aller rencontrer son marché. Et je dirais que le marché, ce n'est pas que le client, c'est aussi le fournisseur, c'est le partenaire. Et que Dinactive est une bonne zone de rencontre et d'échange. Du coup, c'est ça l'intérêt pour un entrepreneur de rejoindre Dinactive, c'est pouvoir agrandir son réseau, trouver des nouveaux projets. Alors, je dis souvent, et j'interroge souvent les gens qui m'écoutent après pour savoir si je me suis bien fait comprendre, c'est pas toujours évident. Je dis souvent que faire du business, comme on dit dans le métier, est souvent un objectif. On rencontre des réseaux qui sont généralement, eux, franchisés. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'aspect associatif de notre réseau, dont l'objectif primordial, c'est de faire du business et de remplir son carnet de commandes, puisque c'est quand même la réalité du chef d'entreprise. Je dis souvent qu'à Dinactive, on ne vient pas avec l'objectif de remplir son carnet de commandes, mais par les actions bienveillantes et le sens qu'on donne à son action dans Dinactive, il arrive souvent une belle conséquence, c'est qu'on obtient un nouveau client ou un nouveau fournisseur. En tout cas, j'imagine qu'on fait quand même de belles rencontres et que ça, effectivement, ça peut déboucher potentiellement sur des projets un peu plus concrets. Écoutez, de toute façon, les belles rencontres, même si elles ne débouchent pas sur les projets, restent des belles rencontres. Hein, je vois le sourire, comme je le dis, on est en radio, mais je vois le sourire, donc les rencontres restent les rencontres. Je suis touchée de savoir que si le fait de m'avoir rencontré, c'est une belle rencontre pour toi, ça me fait vraiment plaisir. C'est aussi le sens de l'associatif, c'est aussi le sens de Dinactive, c'est de faire des belles rencontres. Et l'entrepreneur un peu à l'IRIS, c'est de toute façon, son évolution dépend essentiellement des rencontres qu'il fera dans son parcours d'entrepreneur. D'accord. Michel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette partie qui touche vraiment les entrepreneurs de l'association? Complètement. D'abord, bonjour à tous déjà, et je suis parfaitement en phase avec ce que vient de dire Philippe, bien entendu. Et en tant que secrétaire, je suis un tout petit peu transversale finalement sur tout ce que l'association peut proposer et organiser. Et l'axe fort de mon intervention, c'est de créer du lien et d'entretenir ce lien. Et une des grosses images d'Inactive, c'est la convivialité. Mais pas la convivialité creuse, c'est une convivialité d'écoute, d'échange, de rencontre et de solidarité. Philippe parlait tout à l'heure de co-développement qui vient d'être mis en place et qui rencontre un vif succès, qui a déjà été bénéfique pour plusieurs de nos adhérents. Et oui, je suis parfaitement en phase avec tout ce qui vient d'être dit sur les liens qui peuvent se tisser et les rencontres belles. J'adore, elle me regarde, c'est tellement agréable. Alors Philippe, est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est Plaine Vallée, puisque tu viens de l'évoquer, pour les gens qui sont en train de nous écouter. Dinactive rayonne sur quel territoire, quel secteur? Alors Plaine Vallée, c'est une communauté d'agglomération qui, comme je le disais, regroupe d'anciennes communautés de communes, sur le bassin de la vallée de Montmorency. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le Val d'Oise, c'est justement un bassin situé entre Roissy et Cergy-Pontoise. C'est, pour ceux qui ne sont pas du Val d'Oise, c'est comme ça qu'on se situe. C'est un bassin de service, c'est un bassin où on a la chance d'habiter parce qu'il est très boisé, très vert. Voilà. Donc la communauté d'agglomération regroupe 18 communes. Nous travaillons sur ce bassin. Voilà. Maintenant, je dis souvent aussi qu'une association comme Dinactive n'est pas une chapelle fermée. Nous avons des membres qui ne font pas partie et qui ne sont pas installés sur notre bassin, mais qui trouvent un intérêt à venir travailler avec nous sur le bassin. Et puis nous sommes surtout, je le dis tous les jours aux membres, et je le dis principalement à notre petit déjeuner, j'en profite pour parler de notre petit déjeuner. Oui, on l'évoquera aussi tout à l'heure, bien sûr. Un petit déjeuner de rencontre avec les futurs porteurs de projets, les futurs membres. Nous sommes une passerelle vers d'autres acteurs du territoire, vers l'initiative et les actions qui mènent pour soutenir le petit projet d'entrepreneuriat, Réseau Entreprendre, vers les cadres territoriaux de l'agglomération qui sont dans la gestion du foncier entrepreneurial et du développement économique. Nous travaillons avec le comité d'expansion économique du Val d'Oise, que certains autour de la table connaissent très très bien. Donc voilà, nous offrons aux membres la convivialité interne de l'association, mais nous leur offrons aussi la capacité d'aller s'exporter et d'aller rencontrer nos partenaires traditionnels aux alentours et voisins du territoire. D'accord. Donc là, en termes de partenariat, un entrepreneur, si j'essaye de résumer, un entrepreneur qui fait partie de notre association peut s'appuyer sur l'association pour éventuellement trouver des partenaires et des aides auprès du conseil, du comité d'expansion par exemple, de la chambre des métiers, ce genre de choses?
Oui, alors souvent, on fait beaucoup de pédagogie en fait dans l'associatif, et principalement dans l'entrepreneuriat, parce qu'on voit arriver des jeunes entrepreneurs de 20 ans, mais aussi des jeunes entrepreneurs de 55, qui restent très très jeunes pour un entrepreneur, il n'est jamais trop tard. On leur dit qu'il faut à un moment donné, on parle beaucoup des réseaux d'entreprises dans le milieu entrepreneurial, il faut à un moment donné se poser quelque part sur un territoire pour être identifiable. Alors, je vais faire sourire quelqu'un dans cette salle, parce que hier, quelqu'un est allé justement au département pour rencontrer un projet lié au sport, au handisport à Cergy. J'ai dit à cette personne, surtout si tu y vas et avec l'identité que tu portes, mais l'identité d'inactive, c'est important, parce que les gens vont t'identifier à un territoire, et puis ils vont t'identifier aussi, et j'en suis très heureux, aux valeurs que porte d'inactive. Voilà, parce que nous sommes aussi porteurs de valeurs, et les gens qui nous connaissent, et on est quand même assez connus sur le territoire, connaissent les valeurs de Dinative. Donc c'est important de pouvoir être le porteur de ces valeurs à l'extérieur de notre petit territoire plein de Donc en valeurs. fait, c'est une carte de visite. Est-ce que Dinative est une carte de visite supplémentaire à la carte de visite de l'entrepreneur? Alors c'est bien plus qu'une carte de visite, ça serait réducteur de le ramener à une carte de visite. C'est une identité. D'accord. Voilà, qu'on peut essayer de formaliser sur une carte de visite, mais c'est tout simplement une identité. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé, Michel et Philippe, de ces fameuses actions et notamment de la commission développement. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur toutes les actions qui sont menées avec et pour les entrepreneurs de l'association? Ils sont en train de se demander qui va parler en premier. Alors, Allez, je te redonne la parole à Philippe et ensuite à toi, Michel. en bon président, je vais parler, je vais déléguer la parole, parce qu'un président, ça délègue énormément. C'est pour ça que j'arrive à gérer mon agenda. En fait, nous avons des actions essentiellement tournées vers nos membres, donc avec une cellule d'animation qui propose, qui organise l'offre de convivialité pour nos membres. Voilà. Nous avons aussi une commission de développement qui travaille, je dirais, au développement et au fonctionnement de l'association en termes de communication, faire une newsletter, s'occuper du site internet, venir de temps en temps avec notre partenaire radio travailler ici et échanger. Nous avons cette cellule co-développement très intéressante qui propose à des membres de venir se mettre autour d'une table avec d'autres entrepreneurs. Nous avons des petits déjeuners, mais des petits déjeuners, ça s'organise, il faut inviter, voilà, donc ça c'est le boulot de l'équipe de développement. Il y a l'équipe d'animation que ma voisine ici, Michel, anime depuis un bon moment, qui travaille à la convivialité et à l'offre conviviale qui est très importante. Et puis il y a des actions traditionnelles qu'on mène sur l'emploi, et je vais aussi laisser ma voisine en parler, et puis sur l'éducation, et là elle va prendre grand plaisir à vous en parler. Et pour finir, il y a aussi ces grands événements comme la journée du 21 mai prochain, la journée entreprise et territoires. Bon, alors là, tu viens de nous faire un super teasing, Philippe, puisqu'on va faire une petite pause musicale et on repartira après justement sur ces fameuses actions et ces événements importants qui vont avoir lieu. Juste après donc la pause musicale de Calvin Harris et Rag & Bone, le titre c'est Giant. Donc là, après la pause musicale, Après, c'est moi. C'est toi. après la pause Non, mais je musicale, voulais que tu Il enchaîne trop. Alors j'ai posé, maintenant c'est pas tout. non mais c'est bon, voulais c'est qu'on parfait. pose, parce que c'est normal que ce soit toi qui poses. Oui, voilà, j'ai posé. Donc là, en reprenant, il faut dire que nous, on est de retour au bar de l'économie, il faut resituer l'émission, avec, elle nous donne tous les séminaires qui fait ça, Non, si tu veux, Ok. Avec tous les invités du jour. D'accord. Alors, c'est oui au bon nom. Ah d'accord. Mais les frontières, les frontières Il faut sont rappeler leur difficiles titre, à cerner en leur nom, banlieue. leur prénom, Et l'association. Aubonne, c'est dans le Val-Parisien. Et puis tu Voilà, reprends, une cohérence, oui, médiatrice culturelle, Tous responsable les du service territoires des sont publics, découpés, du que ce soit musée. administrativement, Voilà. scolairement, Donc, nous étions en train de parler de politiquement, donc, économiquement, Michel et tout Allard, s'imbrique. Michel Allard, dans quelles actions dans les jours à venir pour rencontrer des actifs. J'ai d'abord lui faire parler du club, en fait. Ah, mais ça, je sais pas, moi, votre truc, je sais rien. Et après, on change sur le jet. avec elle, connu peut-être un peu plus pour sa Plus relation avec pour Dali. Dali, voilà. C'est pour suivre par rapport à ce qui était dit avant. Elle a Je sais pas, je connais pas votre Alva. non, c'est en 1918, c'est en pleine guerre. Et justement, elle a quitté Paris pour accoucher dans le Val d'Oise, à Bonneuil. Je ne sais pas si Bonneuil, c'est... Bonneuil. Bonneuil, Bonneuil en pas France. Bonneuil. Non, Bonnet, B-A-U-N-E, accent aigu. Non, Bré-les-Lunes.
Ah, c'est pas Excusez-moi, Bray-Élu. Bray-Élu. Ah, Bray-Élu. C'est un magnifique village, Ouais, Bray-Élu. Oui, oui, Dans le c'est- Vexin. C'est dans le Vexin, C'est limite c'est du un pays site de Bray, archéologique. C'est ça. Donc, leur fille est née à Bray-Élu parce qu'ils ont donc quitté Paris pour échapper au bombardement et se réfugier dans le Val d'Oise. Ah ben, le Val d'Oise, il y a des gens, Très bien. des gens très bien. Jean-Jacques Rousseau qui n'a pas passé tant de temps que ça, mais Bernard Buffet. Tout à fait. Bernard Buffet a habité Domont, Yvonne Printemps aussi. On va pas tarder à reprendre, je suppose. Je suppose qu'on reprend dans combien de temps? Et la famille Cueco, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, on va y aller. non. Non, c'est des... On a encore. Michel, il faut baisser le son si c'est trop fort. Nous sommes de retour au bar de l'économie avec Philippe Piton qui est président de l'association d'Inactive, Michel Allard qui en est une des secrétaires et Lucie Chastre qui est médiatrice culturelle et responsable du service des publics du musée d'art et d'histoire Paul-Éluard à Saint-Denis. Alors tout à l'heure on était en train de parler donc des actions qui sont menées par cette association d'Inactive. Michel, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, on l'a évoqué tout à l'heure, de toutes les actions qui concernent l'emploi et la formation s'il te plaît? Alors, outre donc les actions de développement que Philippe a déclinées, nous avons des grands pans d'activité, l'animation, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais peut-être on finira par là parce qu'on a des choses très proches à annoncer. Et alors, en matière d'emploi et d'éducation, nous avons deux grands axes d'intervention. Une action qui s'appelle 45+, donc comme son nom l'indique, elle s'adresse à des gens qui ont plus de 45 ans, qui sont en reconversion professionnelle, pour parler gentiment de leur situation. Et nous leur proposons des modules de retour vers l'emploi, d'accompagnement au retour vers l'emploi, par le biais d'interventions de psychologues, de graphologues, de DRH, des cours d'anglais également. Donc ce sont des sessions qui durent de 6 à 12 semaines. Et nous accueillons 10 à 12 personnes du territoire. Nous travaillons en appui et en liaison très étroite avec la communauté d'agglomération sur ce sujet, en appui sur Pôle emploi, sur les maisons d'emploi, sur le CLI. C'est un gros travail partenarial et je dois dire que nous rencontrons quand même de grandes satisfactions parce que ce qu'on appelle les sorties positives sont majoritaires, promotion après promotion. Donc ça c'est une vraie réussite. Et ça fait des années que nous le portons, c'était dans notre bagage quand nous nous sommes unis il y a 5 ans. Et c'était une action qui était déjà portée sur le territoire de la Plaine de France et qu'on a donc implantée sur la plus vaste collectivité maintenant et qui continue à fonctionner, à rencontrer une belle réussite dont nous sommes très fiers. Alors tu nous as dit qu'il y avait deux actions principales, donc 45+, quelle est l'autre? Alors l'autre concerne plus l'éducation et les jeunes. Donc l'avenir du territoire. Ça s'appelle un CLÉ, c'est-à-dire un comité local éducation économie, dont nous avons déjà eu le plaisir de parler autour de cette table. Donc le CLÉ vise à un rapprochement entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise du territoire. Donc nous avons 21 établissements scolaires sur le territoire de Plaine-Vallée, 5 lycées et 16 collèges. Nous travaillons au niveau de l'enseignement secondaire. Et comme vous le savez, ça ne nous a pas échappé, c'est un univers qui est en pleine réforme, avec la réforme du bac, la réforme des procédés d'orientation, et où il est indispensable pour que les jeunes et les familles se retrouvent dans cette nouvelle jungle, il est indispensable que des liens soient tissés avec le monde économique, et qu'un dialogue s'installe entre les chefs d'entreprise, les DRH, les recruteurs, et les élèves, les enseignants et les familles. Et c'est ce sur quoi nous travaillons depuis 3 ans, avec un intérêt croissant de la part et des établissements et des intervenants du monde économique. Cette année, nous avons organisé une première conférence sur l'économie 2.0 animée par un essayiste économiste que tout le monde connaît, Nicolas Bouzou. Il a parlé devant quand même 120 enseignants qui ont été passionnés et derrière, ça a ouvert la porte à des rencontres plus intimistes que celle-là entre des enseignants ou des classes et des DRH, des recruteurs, des chefs d'entreprise. Et nous sommes sollicités pour poursuivre et amplifier ce mouvement l'année prochaine. Nous sommes en train de travailler sur la maquette de l'année prochaine. D'accord.
Alors, le petit teasing que tu nous as fait tout à l'heure, on y vient. Qu'est-ce qui se passe là dans les jours qui arrivent? Je crois qu'il y a un gros événement d'Inactive. Il y a The Si événement, allez, on veut tout savoir. Dis-nous tout. Ah, je ne sais pas si on dit tous les Donc, depuis 15 ans, traditionnellement, le dernier mardi ou l'avant-dernier mardi du mois de mai, il y a un événement au golfe de Domont-Montmorency qui s'appelle la Journée Entreprises et Territoires, dite la JET. Donc les organisateurs, bien sûr, sont les jet-setters. Ça envoie comme nom. Ah, bah justement, justement. Et donc, cette JET, en quoi consiste-t-elle? Il y a d'une part une compétition golfique intéressante, une session d'initiation aussi pour nos chefs d'entreprise qui ne sont pas encore golfeurs et qui voudraient apprendre à se détendre et à venir respirer un peu de temps en temps dans le très beau cadre du golfe de Domont-Montmorency, puisque c'est un gros partenariat. Et depuis, donc après, il y a remise des récompenses, enfin tout ce qui entoure une compétition sportive habituellement. Et depuis 3 ans, nous avons eu l'idée d'y ajouter un village de partenaires. D'un seul coup, on s'est pris pour un mini Roland-Garros local et on a décidé de proposer un hébergement en tente à nos partenaires du monde économique. Donc, ça sera la 3e édition du village cette année, la 15e de la JET. Le thème de la JET de cette année, c'est l'immobilier d'entreprise parce que le territoire, en ce moment, développe 3 zones d'activité, donc énormément de locaux sont en train de sortir de terre. Et un des points culminants de l'animation du village, ça va être une conférence sur l'immobilier d'entreprise, nouvelle formule, 2.0, j'aurais envie de dire aussi, par une maître de conférence de l'ESSEC, dont c'est le sujet de prédilection. Voilà. Ça, c'est l'action phare portée par le groupe qui se consacre à l'animation. Je termine vite. Je t'en prie, Michel. Donc, pratiquement une fois par mois, sinon 2 fois en 3 mois, le groupe animation organise une convivialité ou un événement informatif ou culturel. Et donc en janvier, traditionnellement, nous avons une galette des vœux du président. En février, une assemblée générale. Voilà, je déroule. En mai, nous avons la JET. En juin, nous avons une garden party. Donc cette année, ça sera le 13 juin. Ça aura lieu au château de la Chasse. Et ça sera précédé par une promenade le long du chemin du philosophe. Puisque nous avons un de nos membres qui est féru et très documenté sur le sujet. À la rentrée en septembre, nous nous retrouvons toujours pour un moment de pure convivialité, et ainsi de suite, un événement en octobre-novembre, et à Noël, soit nous avons une soirée casino, enfin quelque chose d'un petit peu festif, soit une soirée bowling. Donc en fait, l'association d'Inactive, au-delà d'aider les entrepreneurs et les entreprises de la région à se rencontrer et à potentiellement travailler ensemble, organise aussi, si je comprends bien, des actions de convivialité pour que tout le monde se rencontre, se connaisse. Comment mieux se rencontrer qu'autour d'une table et dans un endroit détendu, agréable. Voilà. Alors, je vais juste revenir sur la JET, donc, qui est la journée des entreprises et du territoire, faire une toute petite aparté peut-être sur le village que tu as nommé et dire aux gens, tu me diras si je me trompe, que ça c'est un événement qui est ouvert à tous. On peut venir au village, visiter les entreprises qui ont pris un stand. Le village est ouvert de 10h à 18h, 18h30 parce qu'on n'est pas non plus à cheval sur des limites trop raides. Donc de 10h à 18h30, entrée libre, et on peut faire le tour. Il y a un petit peu toute la palette de nos partenaires. On a des banquiers, des assureurs, mais on a aussi un négociant en Champagne, on a Ricard, on a le gros partenaire, j'oubliais, le plus gros partenaire, c'est BMW Horizon. Nous allons avoir toute la gamme des voitures BMW sur le parking du Golfe avec des essais toute la journée. Et le gros lot de la compétition, c'est quand même une BMW à gagner si on fait un trou en un. Ça vaut le coup de participer. Ça vaut le coup de perfectionner un petit peu son geste et de répéter quelque peu avant. Et voilà, nous avons aussi Autobac comme partenaire, nous avons des magasins
manger, on peut boire pratiquement toute la journée. Ça se termine par un cocktail dînatoire sur la terrasse du golf, sous Alors- les étoiles, on l'espère, et pas sous la pluie. Priez pour nous. Je crois qu'il y a aussi, on va quand même le préciser pour les gens qui nous écoutent et qui auraient envie de venir, donc mardi 21 mai, la journée des entreprises et des territoires, il y aura un atelier à 11h30 qui est donc ouvert à tous sur le recouvrement de créances. Je pense que ça peut intéresser pas mal d'entrepreneurs de la région. Et puis un autre à 15h sur les bases Facebook pour les pros, comment utiliser ce réseau social quand on est une entreprise et qu'on a une page et qu'on ne sait pas trop quoi y faire. On va faire une petite pause musicale, on se retrouve juste après et on va écouter Jack and Jones et Martin Solveig. À tout de suite. Ça s'appelle All Day, All Night. Tu as fait ça toute ta vie? Pas du tout. Oui, elle assure. Non, c'est Elle ma pose- première. Hein. elle Je suis pose venue sa- 2 fois en tant qu'invitée, mais non, j'ai jamais Elle fait. pose bien sa voix. J'adore. Voilà, Pour prendre du plaisir, ça s'entend. Ah, en j'adore. plus. De toute façon, je l'ai dit la première fois, tu te rappelles, j'ai dit j'avais trouvé l'expérience ultra sympa dès le premier tour. En plus, c'est un exercice intéressant. Ah ouais, c'est canon, j'adore. Je vais en prévoir d'autres. Oui, peut-être encore une ou deux. Au moins. Par contre, c'est pas Bernard Land qui fait la programmation musicale de l'émission, je pense. C'est moi. Franchement, ça se discute. Hein. Ah, c'est un cri du cœur. Pourquoi je dirais que j'aime la musique classique alors que j'aime pas? Bon, c'est- Moi, j'aime toutes les musiques. Il faut... la musique, c'est juste une éducation d'oreille. Ouais, non, mais même, ça va un moment, quoi. Pas déconner, en Là, on se fait bâcher. J'ai dit éducation pour rester poli, ça peut être une rééducation de l'oreille. Non. Alors après, vous parlez de quoi? On va juste parler de la présence en ligne de d'Inactive, rappeler La présence, hein. la présence en ligne, le site. Qui est-ce qui parle là-dessus? C'est Michel Allard? C'est C'est Philippe. Non. Et puis, comment rejoindre l'association. D'accord. Après, donc là, on vous interrompt plus jusqu'à la On a fin. fini. Ouais, voilà. Il y en a pour combien de temps? Bah, ce sont ce que vous 10 allez minutes, dire. je pense. Ouais. Moi, j'avais peur d'être trop longue parce que j'avais beaucoup de choses à manger. Est-ce que vous avez tout dit, Michel? À peu de choses près, oui. Ou est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire? Non, j'ai pas de. Enfin, je Non, crois pas. tout a été dit. Tout a été balayé. Moi, Pas j'ai de noté frustration. les non, deux. j'ai Ok. pas de point de frustration et j'ai l'impression d'avoir tout balayé, mais encore une fois, j'avais l'impression que je parlais tout le temps, quoi. On c'est peut peut-être parler des jeunes qui vont nous aider. Des jeunes? Oui, alors, si tu sais, il y en a 3 pour quelques heures qui Ouais, viennent. ouais. Bon, moi, si tu veux, j'en parle. C'est vraiment pas. Parler de quoi alors? Dites-moi. C'est pour moi. C'est C'est pour pour après. musical. Tu m'as dit c'était Genre, All Day, ça. All All Night. Day, All Night. Donc, oui, non. On y va? On y va là, il faut qu'on y retourne. Voilà, il y en a 3 du lycée Ouais. Pomo, ça fait partie. Et toi, donc je te fais parler après. de travailler à l'accueil de après, l'association. C'est pas. De retour au bar de l'économie, on vient d'écouter Jack Jones et Martin Solveig. Le titre c'était All Day, All Night. Alors, on est toujours en présence de Philippe Piton, président de l'association d'Inactive, et Michel Allard, qui en est sa secrétaire, et Lucille Chastre, qui est médiatrice culturelle et responsable du service au public du musée d'art et d'histoire de Paul-et-Loire. On a fait, je crois, un peu le tour des actions et des objectifs de l'association d'Inactive. Moi, j'ai envie de poser une question très simple. Je suis entrepreneur de la région. Comment je fais pour venir me rejoindre cette association? Philippe? Alors, il y a plusieurs moyens de la rejoindre. Et comme tout process entrepreneurial, on doit évidemment, ça fonctionne très très bien, mais on doit encore s'améliorer sur ce process. Il y a le site internet d'Inactive qui reste un point central de référence, facile à mémoriser, plus est, où on peut venir adhérer. Je dirais que pour rester en cohérence avec les valeurs et le principe de l'association, nous aimons beaucoup, nous, au sein d'Inactive, qu'un membre amène un futur membre. Donc il y a une notion de parrainage, et pour ce faire, nous avons organisé des petits déjeuners dans lesquels un membre peut venir inviter un prospect, un fournisseur, une rencontre, qui pourrait être intéressé par les actions de l'association et l'utilité qu'il peut y trouver et qu'il peut y mettre surtout.
Donc je dirais que c'est le process qui fonctionne le mieux actuellement. Maintenant, nous avons nos partenaires, on en parlait, les partenaires satellites, partenaires voisins, que sont le département et surtout l'agglomération, qui ne manquent pas de router un porteur de projet ou un créateur d'entreprise ou un chef d'entreprise isolé vers d'Inactive pour justement lui apporter cette valeur ajoutée. Nous réfléchissons, enfin nous avons mis en place des actions et nous réfléchissons, nous avons les banquiers évidemment qui viennent beaucoup à la rencontre des entrepreneurs pour des raisons que vous pouvez imaginer. Nous leur disons aussi, et je suis en train de leur dire moi personnellement, qu'ils sont bien volontiers invités à venir autour de la table de notre petit déjeuner, accompagnés de leurs clients, pour offrir à leurs clients l'opportunité de devenir membre. Parce que je pense que si on peut faire un cadeau à son client quand on est banquier, c'est d'ouvrir les portes d'une association comme d'Inactive. Donc voilà, donc on essaie, vous l'avez compris, de mettre en place des synergies. Maintenant, au sein de l'équipe de développement, nous avons des gens très dynamiques qui animent la page LinkedIn, dynamisme encore plus fort sur la partie Facebook. Nous avons aussi les moments de convivialité sont aussi des moments pour rappeler aux membres et aux futurs membres que nous avons des actions et que nous souhaitons les rencontrer. Et puis nous allons essayer de nous améliorer aussi dans la relation avec les mairies pour qu'elles restent acteurs quand même du développement économique du territoire, même si aujourd'hui cette prérogative revient à l'agglomération. D'accord, donc si je suis entrepreneur, je ne connais personne qui fait partie de l'association et qui peut m'inviter à ce fameux petit déjeuner qui a lieu tous les derniers vendredis de chaque mois, comment je peux faire quand même pour venir vous rencontrer? Est-ce qu'il y a un mail? Comment je fais? Alors, je le redis, le site internet d'Inactive qu'on peut croiser parce qu'on connaît l'adresse ou parce qu'on a tapé dans Google association territoriale Plaine Vallée, ça reste quand même un point d'ancrage important. Maintenant, pour mettre un trait d'humour, l'entrepreneur qui serait dans sa caverne au contact d'aucun biotope ou contexte économique, ça va être très très difficile de le rencontrer. On imagine qu'un entrepreneur ou quelqu'un qui veut entreprendre, c'est quelqu'un qui va vers les autres. Et s'il va vers les autres, de toute façon, à travers nos acteurs, à travers nos partenaires, il nous rencontrera très très rapidement. Bon, en tout cas, si certaines personnes nous écoutent et se posent encore des questions, on va rappeler qu'on peut rencontrer l'association donc mardi prochain au Golfe de Domont. Je crois que vous aurez un stand justement pour proposer toutes les actions qui sont menées par d'Inactive. Oui, et surtout accueillir les membres nouveaux, parce que un membre nouveau, c'est quelqu'un qu'on doit continuer à accompagner, parce qu'on doit lui ouvrir les relations, la convivialité. On ne devient pas membre connaisseur de tout le monde en un an, c'est pas possible. Et ça fait encore partie des valeurs d'Inactive, c'est que les anciens membres sont là pour porter les nouveaux vers les rencontres, vers les opportunités, vers les solutions. Philippe, Michel, je vous remercie énormément de votre présence ce matin. Il était très tôt, mais il faisait beau, alors ça fait toujours plaisir de se revoir. Florence, merci pour votre accueil. Merci à tous. C'est un plaisir pour moi d'avoir animé cette émission. Notamment, j'ai une toute petite aparté à faire, notamment ce jour un peu particulier, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Et je tenais en live à lui dire joyeux anniversaire maman, je t'aime très fort. J'espère qu'elle nous écoute pour ce beau message, à la fois sur Facebook ou bien en FM sur 98.0 ou peut-être par Internet, la web radio sur IDFM 98.fr. On a bien compris donc que le rendez-vous pour les entrepreneurs qui veulent rejoindre l'association d'Inactive Association d'entrepreneurs, c'est le 21 mai à la journée des entreprises du territoire de Plaine Vallée ou alors le 13 juin au château de la Sage, puisque vous faites une promenade philosophique. Ça doit être très intéressant pour les entrepreneurs. On va faire une nouvelle pause, si vous voulez bien, au bar de l'économie, mais cette fois en chronique avec un secret de cuisine. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un bon plat de saison, le genre de plat où il faut prendre son temps. Prendre son temps au marché d'abord pour trouver les bons produits de saison et prendre son temps en cuisine pour le préparer. Mais long ne veut pas dire difficile, rassurez-vous. On va se lancer dans une fricassée de légumes à la provençale. Alors oui, c'est de saison et oui, encore, vous allez vous régaler. On va faire un plat pour 6 personnes. Vous comptez 35 minutes de préparation et à peu près autant de cuisson. Il vous faut donc 6 artichauts poivrades, une botte d'asperges vertes, 300 g de petits pois écossais, ils sont superbes en ce moment au marché d'Anguin, 300 g de fèves écossais, 250 g de pommes de terre rates, un oignon jaune, une cébette, un citron, une gousse d'ail, 2 brins de romarin, 2 brins de sauge, 10 centilitres de bouillon de volaille, 5 centilitres
de vin blanc sec, 5 centilitres d'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors pour commencer, vous ôtez les premières feuilles des artichauts et vous coupez leurs pieds et vous les tournez, vous coupez les sommités, puis vous les recoupez en 4. Éventuellement, vous pouvez enlever le foin. Puis, vous les plongez dans de l'eau bouillante salée avec le jus du citron pressé et son écorce pendant 2 minutes environ. Ensuite, vous les égouttez. Vous pelez et hachez l'oignon et l'ail au couteau, ça va bien, pas la peine de servir d'un hachoir. Et vous les faites blondir avec la moitié d'huile d'olive dans une sauteuse pendant 3 minutes. Vous ajoutez les artichauts et poursuivez la cuisson pendant 10 minutes. Vous faites cuire les pommes de terre avec leur peau dans une casserole d'eau bouillante salée pendant 10 minutes. Départ à froid, c'est important. Vous les égouttez et les coupez en deux. Vous lavez les asperges, coupez les pieds fibreux. Vous réservez les pointes sur 5 cm à peu près. Taillez le reste de tige en rondelles. Vous ajoutez les rondelles et la pomme de terre dans la sauteuse et vous les faites cuire 2 à 3 minutes sur feu assez vif. Puis vous versez le bouillon et le vin. Vous assaisonnez et laissez cuire 10 minutes. Vous faites cuire les petits pois, les fèves, les pointes d'asperges dans une casserole d'eau bouillante salée durant 3 minutes. Vous les égouttez et vous les rajoutez dans la sauteuse. Vous effeuillez la sauge, le romarin, vous émincez la cébette et ajoutez tout ça dans la sauteuse. Vous poursuivez la cuisson encore 2 minutes. Vous en profitez pour rectifier l'assaisonnement. Il ne vous reste plus qu'à disposer le tout dans un plat et vous arroser d'huile d'olive. Là, je peux vous dire que le résultat est bluffant. J'ai fait cette recette en y ajoutant des petits navets, des carottes et même des lardons. J'ai accompagné le tout avec des petites côtelettes d'agneau et c'était du pur bonheur. Alors foncez dans cette recette et vous allez vous régaler. Et si en plus vous servez ça avec un costillard de Nîmes, avec à boire avec modération, vous serez comblé, je vous l'assure. Bon appétit, n'oubliez pas qu'on se retrouve à 13h30 dans l'émission Sport en Val d'Oise et on parlera d'une ville voisine d'Argenteuil qui s'est distinguée. Allez, au revoir, à tout à l'heure. Et voilà, c'était le secret de cuisine de Bruno Vigoureux qu'on retrouve maintenant jeudi prochain pour une nouvelle recette, mais en avant, bien sûr, pour le sport à 14h30 et lundi 13h30, je me trompe, désolé, et lundi, évidemment, pour la chronique sportive, le débrief du week-end. Aujourd'hui, au bar de l'économie, j'accueille Philippe Piton, président de Dinactive, Michel Allard, secrétaire de Dinactive également, et Lucille Chastre, médiatrice culturelle et responsable du service des publics du musée d'art et d'histoire Paul-Éluard. Alors, Lucille Chastre, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est la nuit des musées, donc ce samedi 18 mai. En France et en Europe, on va en parler dans quelques secondes. Par contre, parlons un petit peu d'abord du musée d'art et d'histoire Paul-Éluard, qui existe depuis 1899, mais qui vient d'être rebaptisé finalement cette année. Donc c'est une renaissance, on va dire, en 2019 pour ce musée. Oui, en effet. Merci d'abord de m'avoir invité. Paul-Éluard est né à Saint-Denis en 1895. C'est un compagnon du Parti communiste et pour des raisons donc affectives et politiques, il a donné à la ville de Saint-Denis peu de temps avant de mourir, donc au tout début des années 1950, le noyau de la collection qui est aujourd'hui la première collection en France dédiée à Paul-Éluard. Voilà ce qu'on appelle un fonds dans le langage des musées, c'est votre fonds de collection, hein, c'est bien ça ? Tout à fait, donc le musée a plusieurs fonds et le fonds Paul-Éluard en est un. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds Paul-Éluard ? Alors, il y a des romans, des poèmes ? Oui, alors il y a des manuscrits, des ouvrages illustrés, très prisés des bibliophiles. Vous avez aussi des photographies, un très beau fond d'estampes, de gravures, des œuvres d'art, puisque Paul-Éluard était aussi un connaisseur, un collectionneur. Oui, il avait plusieurs cordes à son arc, oui, et donc il a fait une belle donation finalement. Oui, don avant, oui, et poursuivi par sa famille. Et ce fonds continue d'être enrichi par des acquisitions annuelles. Alors, on n'a pas dit que ce musée était situé à Saint-Denis, donc la ville de Saint-Denis, pas très loin d'ailleurs de la basilique. Il est donc rue Gabriel Péri,
hein, c'est bien ça. Oui. Et donc cette année, vous l'avez rebaptisé. Alors expliquez-nous dans quel lieu il se situe et... Il est installé dans un carmel, donc un couvent du XVIIe siècle. C'est un lieu absolument charmant, avec des bâtiments conventuels qui sont inscrits sur la liste supplémentaire des monuments historiques et une chapelle du XVIIIe siècle qui, elle, est classée monument historique. Donc votre mission en tant que responsable des services du public pour ce musée, quelle est-elle? C'est de permettre à toutes les personnes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation sociale, économique, de permettre à tous de rentrer en contact avec les œuvres qui sont conservées, présentées au Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis. Alors en introduction, vous l'avez dit, ce musée est municipal, donc il y a une impulsion de la ville de Saint-Denis qui est particulière. Quelles actions faites-vous pour faire connaître et faire venir le public à ce musée Paul-et-Loire? Alors les actions que nous entreprenons sont fonction du public que nous souhaitons faire venir. Donc, par exemple, nous avons des actions pour le public en famille, des balades ateliers en famille pour lesquelles le musée a été primé en 2006, a reçu un prix interministériel du musée en famille. Nous avons des actions en direction des scolaires, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, qui sont des visites ateliers. Et puis, nous avons des actions très spécifiques en direction des jeunes. Par exemple, pour la Nuit des musées, nous inaugurons un escape game qui est pensé précisément pour cette tranche d'âge qui vient peu au musée, ceux qu'on appelle les adolescents, donc les 15-25, 15-30. Et puis, pour permettre aussi aux personnes issus de l'immigration de venir dans notre musée, eh bien, nous faisons des projets participatifs avec nos collègues de l'éducation populaire. Donc on essaye d'avoir une politique des publics qui est très en phase avec l'identité sociale du territoire dans lequel le musée est implanté. Alors justement, parlons, puisque vous venez de le dire, l'idée, c'est très novateur de remettre, je rappelle que vous êtes donc responsable des publics au musée d'art et d'histoire Paul-et-Loire situé à Saint-Denis. Et là, vous le mettez tout à fait dans le goût du jour, vous faites un escape game pour la nuit des musées, donc c'est ce samedi 18 mai, c'est bien ça? Oui, absolument, c'est ce samedi 18 mai. C'est de quelle heure à quelle heure l'escape game? Alors il y a plusieurs sessions, 16h30, 18h30, 20h, 21h30. Donc c'est le lancement de l'escape game. Donc exceptionnellement ce sera gratuit. Après la nuit des musées, ce sera payant, mais à un tarif tout doux. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est qu'un escape game pour un musée comme le vôtre? Qu'est-ce que vous avez préparé? Alors je ne vais pas tout dévoiler parce que... Bien sûr que non, mais un petit peu quand même. Voilà, juste un petit peu. Eh bien, nous invitons un petit groupe de personnes, 6 personnes maximum, à participer à une enquête fictive. La fiction est la suivante: retrouver l'œuvre. Donc le principe, c'est que pendant 45 minutes, les 6 personnes seront enfermées dans le bureau de la conservatrice. Donc nous avons recréé un bureau, vraiment un vrai bureau de conservateur avec tous ces objets d'amateurs. Et l'équipe a 45 minutes pour résoudre les énigmes. L'objectif est à la fois de prendre du plaisir, mais d'avoir aussi l'envie par la suite de découvrir les œuvres. Pour les publics de 18 à 25 ans. Oui. Alors, donc, le but, c'est de retrouver ce tableau perdu. Voilà ce qu'est l'escape game, en tout cas le thème choisi pour cette année, pour cette saison de la nuit des musées européens. Mais il faut dire que le fond du musée d'art et d'histoire de Paul-et-Loire n'a pas que le fond Paul-et-Loire. Il y a bien sûr d'autres fonds. Quelles sont les autres collections? Oui, alors le fond sur le Carmel, évidemment. D'ailleurs, l'escape game se passe en grande partie autour du Carmel. Nous avons la première collection au monde sur la Commune de Paris de 1871. Une collection qui est à la fois historiquement très bien étayée et esthétiquement très agréable à voir. Nous avons une collection sur l'archéologie médiévale. Ce sont exclusivement des objets qui ont été trouvés à Saint-Denis
par les archéologues de Saint-Denis, puisque la ville de Saint-Denis a cette chance, un signe d'avoir une équipe d'archéologues à demeure permanente depuis le début des années 1970. Et puis un fonds un peu plus méconnu qui est consacré à l'artiste Francis Jourdain, qui est à la fois un designer, enfin à l'époque on disait un ensemblier, et puis un peintre et aussi un militant du secours populaire. C'est un artiste qui a été qui a été redécouvert en particulier en 2018 à la suite d'une exposition qu'il y a eu au musée national d'art moderne sur l'Union des artistes modernes. Voilà, très intéressant. Donc 4 fonds finalement. Donc si on veut connaître mieux Paris, eh bien il faut venir au musée d'art et d'histoire Paul-et-Loire à Saint-Denis. Et puis là, vous avez dit donc l'archéologie médiévale. Là, c'est parce que vous êtes proche de la basilique de Saint-Denis, j'imagine. Oui, alors effectivement c'est la proximité avec la basilique qui fait que, enfin la présence de la basilique et la présence des reliques de Saint-Denis font que une ville s'est installée et depuis la fin de l'Antiquité. Donc il y a une richesse archéologique très très importante. Mais c'est aussi grâce à une équipe d'archéologues et à l'investissement que la ville de Saint-Denis a fait dans l'archéologie que nous avons connaissance de ce fonds et que Saint-Denis rayonne aussi dans le domaine de l'archéologie. Alors Lucille Chastre, est-ce que vous organisez ou qu'organisez-vous avec la basilique de Saint-Denis pour faire venir les publics à la fois à la basilique puis à la fois dans ce magnifique Carmel? Alors, nous avons déjà un programme partagé à destination des scolaires. Nous avons un parcours qui permet à des classes de Saint-Denis, en particulier celles qui sont assez éloignées du centre-ville, de pouvoir faire une sorte de journée culturelle partagée entre la basilique et le musée. Ça s'appelle Le Roi, le Moine et le Dionysien. Ça s'inscrit dans un ensemble de parcours culturels à la journée qui ont été créés il y a déjà quelques années, qui ont un gros succès par la direction des affaires culturelles de la ville. Ensuite, depuis quelques années aussi, nous participons au programme interministériel La Classe Love pour la nuit des musées et nous amenons une cohorte d'élèves de seconde du lycée Paul-et-Loire à se faire médiateur de musée pour la nuit des musées. Alors, c'est une action qui est vraiment professionnalisante pour ces jeunes de seconde, qui certains poursuivront leurs études et pour d'autres se destineront à une voie professionnelle. Par ailleurs, l'Office de tourisme Pleine Commune a mis en place un pass, le pass culture, qui qui est remis à toutes les personnes gratuitement et qui permet aux détenteurs du pass culture d'avoir une entrée à tarif réduit à la basilique et au musée. Donc avec l'espoir effectivement que les visiteurs de la basilique viennent aussi au musée. Bien sûr. Merci beaucoup pour toute cette présentation. Alors, on va parler un petit peu plus particulièrement de la nuit des musées, la nuit européenne des musées, qui a été mise en place, c'est la 15e édition en fait. En 2018, 2 millions de visiteurs en France ont été accueillis dans 1800 musées participants. Mais cette année, c'est plus de 3000 musées en France et en Europe qui y participent. Donc ça veut dire que tous ouvrent gratuitement leurs portes dans 30 pays européens, de la tombée de la nuit jusqu'à minuit à peu près environ. Donc en fait toute la journée jusqu'à minuit. Et donc vous pourrez donc justement vous faire un parcours dédié à la culture si vous y prenez bien. Parce que entre donc la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise, il y a plusieurs musées qui ouvrent leurs portes, dont celui qui est avec nous aujourd'hui, c'est la représentante Lucille Chastre du musée d'art et d'histoire de Paul-et-Loire. Mais je vais vous citer quelques autres participations que vous pourriez faire en Ile-de-France. Il y a la Fondation Jérôme Sédou, alors là c'est à Paris dans le 13e, à Coulommiers aussi dans le 77, vous pouvez aller au château de Montant-Glauste. Vous pouvez aller aussi à l'abbaye, jardin de l'abbaye à Argenteuil. Voilà, c'est une visite libre qui vous allez découvrir les curiosités du musée. Il y a aussi le mémorial du Mont Valérien, on n'y pense peut-être pas toujours, il faut aller voir. Et puis après, donc, vous pouvez bien sûr partir partout dans les villes en France. Il n'y a pas que les musées pour cette nuit des musées, c'est toute la culture en fait qui est fêtée. Et par exemple en Ile-de-France, vous pouvez aller au musée d'art moderne de la ville de Paris, mais là il y aura
aura un concert. En plus, vous pouvez aller à la Cité de la Musique, à la Philharmonie de Paris, qui est une magnifique scène. Je vous conseille d'aller voir au moins une fois dans votre vie, ou en tout cas cette année en 2019. C'est un très belle salle de concert. Bien sûr, le château de Versailles, voilà, le musée d'art d'histoire de Melun pour l'Île-de-France. À Meudon aussi, il y a une ouverture. En Seine-et-Marne, eh bien, il y a le musée de la Seine-et-Marne. Et puis, il y a le musée de Saint-Maur, la Villa Médicis. Ça vaut le coup aussi. Vous pourrez, tout ça, c'est pour écouter de la musique. Voilà, on va faire une nouvelle pause musicale et puis on revient dans quelques secondes avec Lucille Chastre pour continuer à parler d'art et de culture. Qu'est-ce que vous vouliez dire encore sur le musée ? Est-ce qu'il y a autre chose à dire que vous aviez préparé? Le nombre de visiteurs, peut-être, pour finir sur le musée de Saint-Denis. Qu'est-ce que vous avez prévu d'autre, sinon? Qu'est-ce que vous pensez qui est important à dire? Ou est-ce qu'on n'a pas encore dit? Qu'est-ce qui est apprécié par votre auditoire à cette heure-là? Vous faites valoir... Parce que c'est quand même des gens qui sont intéressés par l'économie. Oui, des gens qui sont quand même au goût du jour, voilà, qui connaissent, qui sont dans le réel, qui sont cultivés. Beaucoup sont courants quand même. Ouais. Alors ça peut être un peu les liens de Paul Éluard avec le Val d'Oise. Ça peut être. Très bien. Ouais. Et puis ça peut être effectivement la fréquentation. Donc on parle un petit peu plus de Paul Éluard, peut-être? Oui, si vous le souhaitez. D'accord. Ouais. Ok. Ça peut être aussi le programme, précisément le programme de la nuit des musées. Vous avez d'autres programmes que l'Escape Game, vous, pour la nuit des musées? Ah ouais, elle est très riche. Hein. Ah bon, bah alors oui, il faut qu'on parle de ça. Ouais, parce que moi j'étais... Regardez. Ok, bon, on va continuer alors sur la nuit des musées. Ouais. Et puis on finira, parce que je voulais aussi qu'on parle un peu de vos romans. Oui, tout à fait. Donc... on rend l'antenne à 24, il va nous rester donc moins de 10 minutes. Ça marche. Peut-être jeter un œil sur le programme et puis dites-moi si... Voilà. Choisissez sur quoi vous préférez comprendre. Il y en a en fait un peu pour tous les âges. Tournée peut-être, non? Il y a encore beaucoup de... Combien de temps encore? Il reste 1 minute sur le morceau. 1 minute? Ouais. Ok. Et l'escape game, le système de l'escape game, vous allez le reproduire dans le courant de l'année? Oui, absolument. Ouais. Là, c'est vraiment le lancement. Et après, il y a un programme de séances. C'est super, je trouve ça. C'est une autre manière d'intéresser, de faire venir des publics différents dans un musée. Oui, et c'est l'objectif. C'est à la fois vraiment de croiser le loisir et l'intérêt pour la culture. De donner envie de visiter un musée sans avoir l'aspect contraint. Oui, c'est ça. C'est ça. On y va. Allez, on y va. Nous voici de retour au bar de l'économie, encore une belle chanson à écouter tout l'été. C'était donc notre sélection pendant tout le mois de mai et le mois de juin. On vous fait un petit panel des nouveautés à écouter pour tout l'été. Alors aujourd'hui, au bar de l'économie, je suis en compagnie de Lucille Chastre, médiatrice culturelle et responsable du service des publics du musée d'art et d'histoire Paul Éluard, parce que samedi 18 mai, c'est la nuit des musées en France et dans toute l'Europe, c'est la nuit européenne en fait des musées. Et donc justement, le musée d'art et d'histoire Paul Éluard, situé à Saint-Denis, organise plusieurs programmations pour faire venir différents publics au musée. Et on a parlé tout à l'heure de l'escape game, qui est une très belle manière de faire connaître au jeune public et puis de venir s'amuser dans un musée tout en même temps d'allier donc le loisir et donc la culture. Alors il y a d'autres choses pour la nuit des musées. Que faites-vous d'autre, Lucille Chastre?
Alors, nous commençons la nuit des musées à 14h30 avec un événement, enfin une visite qui est tout à fait inédite, qui est une slow visite conduite par une instructrice de méditation et sophrologue, Gaëlle Piton, ainsi que moi-même. Donc, c'est un programme que nous avons qui s'appelle Méditation à l'œuvre, et un programme mensuel et qui permet de voir, de visiter les musées autrement. C'est-à-dire que là, le visiteur ne sortira pas de cette séance en se disant j'ai fait le musée d'art et d'histoire Paul-Éluard, mais j'ai goûté quelques œuvres. Alors nos auditeurs connaissent Gaëlle Piton puisqu'elle anime une émission également sur sur notre radio IDFM. Vous faites aussi une lecture autour de Paul-Éluard, on va peut-être en parler. Oui, absolument. En fait, on va faire plusieurs lectures. On l'a appelé le triporteur poétique. Donc, ce sont des habitants du Saint-Denis de tous âges, ainsi que des professionnels qui travaillent à Saint-Denis, qui vont ponctuer toute la journée et toute la nuit des musées de lectures choisies dans l'œuvre de Paul-Éluard. Le principe est d'offrir de la poésie aux personnes qui sont en train d'attendre pour un événement, d'attendre pour un spectacle, un concert. Et puis, au moment de l'inauguration du nouveau nom du musée, donc à partir de 16h, eh bien, ce sont des collégiens du collège Fabien qui nous liront 3 poèmes de Paul-Éluard. Et là, ensuite, il y aura des discours. Et puis, à 17h, eh bien, l'inauguration sera clôturée par une lecture en chœur du poème Liberté par des lycéens du lycée Paul-Éluard. Oui, tout le monde connaît le poème, évidemment, fondement de Paul-Éluard. Alors, il y a aussi des concerts, un conte aussi, vous allez réserver. Alors, ce conte, c'est pour adultes ou pour tout public? Alors là, c'est pour les enfants, accompagnés de leurs parents. Donc, il fait partie du festival de contes Histoire commune, qui est un festival qui se tient chaque année sur le territoire de Plaine Commune de février à juin. Et c'est donc la conteuse Ariane Pavin qui viendra raconter des histoires classiques, mais aussi faire de l'improvisation contée dans les collections du musée. Alors le départ est à la médiathèque du centre-ville, puisque c'est un partenariat que nous avons avec la médiathèque centre-ville. Et puis enfin pour finir, un concert. Oui, concert de Nicolas Frise, toujours dans le cadre des festivités autour du nouveau nom du musée. Donc Nicolas Frise a composé un concert à partir de la correspondance entre Paul-Éluard et sa première femme, Gala. Oui, qu'il a regretté toute sa vie, il l'a vu partir avec Pablo Picasso, c'est bien ça? Et avec Salvador Dali. Ah oui, Salvador Dali, Oui, je me trompe. oui. Merci beaucoup. Alors, Lucille Chastre, vous avez une autre corde à votre arc, vous écrivez des livres. Alors, on va parler un petit peu du dernier livre que vous avez écrit. Et puis, vous apprenez aussi aux gens à écrire. Vous faites de la médiation écrite, vous appelez ça comme ça? Oui, hein, oui, c'est ça? oui. Alors, la médiation écrite, c'est moins pour apprendre aux gens à écrire, ça pourrait, mais dans le cadre de mes activités, la médiation écrite, c'est la création de tous les supports écrits qui sont donnés aux visiteurs à l'accueil du musée ou dans les salles pour permettre aux visiteurs individuels de rentrer en contact avec l'œuvre d'art. Vous faites aussi de la médiation orale. Que proposez-vous au public? Oui, la médiation orale, alors ça peut être soit des visites guidées tout à fait traditionnelles, ou bien des visites comme les slow visites, donc conduites à 2 voix, ou bien... Alors, qu'est-ce qu'on appelle une slow visite? Le principe, c'est de se laisser guider par Gaëlle Piton, qui, dans des exercices qui tiennent soit de la méditation, soit de la sophrologie, et qui permettent à l'individu d'être dans une situation d'ouverture. Et nous expérimentons ensuite ce que cet état d'ouverture nous offre dans la rencontre avec les œuvres d'art. Et c'est très riche parce que chaque fois, nous regardons l'œuvre autrement. Et moi qui suis quand même au musée d'art et d'histoire Paul-Éluard depuis décembre 2002, je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, grâce à la méditation, grâce à la slow visite, je découvre
avec les visiteurs les œuvres autrement, des œuvres que j'ai pourtant présentées depuis des années. Est-ce que les entreprises viennent, est-ce que finalement c'est une animation que vous pourriez proposer à des entreprises pour venir avec leurs salariés? C'est très intéressant. Absolument. Dans le cadre du team building, oui, de la cohésion d'équipe, évidemment, nous le proposons aux entreprises. Alors, votre dernier livre, c'est La Vallée des Reines, qu'on peut effet. trouver encore sur Amazon. Oui, tout Quel à est fait. racontez-nous un peu l'histoire du livre. Alors l'histoire, c'est une histoire de famille. En fait, c'est une fratrie. La sœur la plus jeune a disparu, elle ne vient pas à Noël dans la famille. En fait, ce roman est à Elle la ne fois... donne pas de nouvelles à Elle donne personne. pas de- Voilà, elle ne donne de nouvelles à personne. Elle ne disparaît vient pas, d'un coup. Elle disparaît. Et donc, l'histoire de ce livre, c'est qu'est devenue cette jeune fille. Alors, c'est un roman à la fois très contemporain et historique, avec comme fil conducteur, je dirais, de poser un nouveau regard, un regard différent sur la dépression, et d'observer comment la dépression peut être un levier de changement à la fois individuel et collectif. Voilà, on peut le trouver sur Amazon, hein, c'est bien ça. Alors, vous avez, Lucie Chasse, un autre roman en perspective. Oui, je travaille sur le temps, comment l'individu dans nos sociétés actuelles essaye de prendre le temps. De prendre le temps qu'on n'a pas toujours finalement, parce qu'on En court, effet. enfin en tout cas, nous on court beaucoup. Oui, on est tout le temps l'œil sur la montre, finalement, sans prendre le temps d'apprécier le temps, c'est bien ça. En effet. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Donc je rappelle la nuit des musées ce week-end, ce samedi 18 mai, la nuit européenne des musées. Profitez-en, beaucoup de musées y participent, plus de 3200 propositions. Là aujourd'hui on a découvert le musée d'art et d'histoire Paul-Éluard qui a 4 fonds principaux, donc bien sûr le fonds donné par Paul-Éluard, mais aussi sur la Commune de Paris, sur l'archéologie médiévale, sur l'ensemblier, comme on dit, peintre et designer Francis Jourdier. Voilà, si vous voulez redécouvrir tout ça, c'est très éclectique comme musée. Eh bien, allez-y. C'est donc à Saint-Denis, rue Gabriel Péri. Et ce week-end, de 14h à minuit, c'est ouvert gratuitement puisque c'est la nuit européenne des musées. On va donc vous souhaiter une très belle journée aujourd'hui. Profitons du soleil parce qu'on va se retrouver nous maintenant que lundi. Demain, il n'y a pas d'émission. Jacqueline Voraz est absente et donc moi, je vous retrouve avec grand plaisir dès lundi. En attendant, merci à nos 4 invités du jour. Et puis, on vous retrouve dès lundi. Bonne journée, excellent week-end à tous. Merci.